Maintenant expliquer sur quoi reposent les critiques contre le Burundi. Ce sont les mêmes qui sont reprises depuis 2015, depuis que le Burundi résiste. C'est une fausse lecture des événements actuels du Burundi, qui sont une révolution de couleur transformée en déstabilisation profonde du pays par les Américains, les Belges et les Français. On a plaqué là-dessus une fausse grille de lecture qui est celle du génocide rwandais de 1994 avec le Hutu Power. On a prétendu par exemple que le mouvement de jeunesse du CNDD-FDD, les Imbonerakure, c'était une milice comme l'étaient les Interahamwe Hutu rwandais. Et on a surtout caché que le pouvoir du CNDD-FDD, c'est un pouvoir multiethnique et multiculturel. Lorsque je suis allé en tournée politique au Burundi au printemps 2016, le premier responsable du CNDD-FDD qui m'a rencontré, c'était le maire de Bujumbura, CNDD-FDD, Tutsi. J'ai rencontré un des vice-présidents Tutsi. Lorsque j'ai fait ma grande conférence sur le Burundi au cœur du panafricanisme, en présence de toute l'élite du Burundi, la représentante à la table de la conférence du CNDD-FDD, c'était une sénatrice, Tutsi de nouveau, et je peux vous donner d'autres exemples. Précisons une dernière chose, il n'aime pas évidemment qu'on mette l'accent sur son cas personnel, mais le président Nkurunziza lui-même, il est issu d'un couple mixte. Qu'est-ce qui s'est passé au Burundi? On a décidé de déstabiliser le Burundi avant que Nkurunziza n'annonce sa décision de briguer un nouveau mandat pour sauver son pays. Dès octobre 2014, Bujumbura a publié les preuves l'année précédente. Il y avait du financement de l'Union européenne vers des médias et des ONG pour déstabiliser Bujumbura. Pendant toute l'année 2015, on a appliqué le scénario classique des révolutions de couleur. Révolution de couleur dans certains quartiers de Bujumbura. À ma suite, les commentateurs de la presse d'État russe ont parlé de Bujumbura, de Maïdan du Bujumbura, en comparaison avec ce qui se passait en Ukraine. Il y a ensuite eu le coup d'État pro-occidental à la mi-mai de Niyombare. Malgré tout ça, des élections générales ont eu lieu. Tout ça s'est passé. Et ensuite, un mouvement terroriste basé au Rwanda, il faut le dire. Le président Kagame a une immense responsabilité dans la déstabilisation du Rwanda. Eh bien, ce mouvement terroriste a tenté d'ensanglanter ce pays. On a fait peur à une partie de la population, on a créé un désastre humanitaire, et puis on a exagéré celui-ci. On prétend par exemple qu'il y a 400 000 réfugiés, mais ça ne correspond pas à la population. Ça voudrait dire que des provinces entières sont vidées, ce n'est pas le cas. Et derrière tout ça, il y a des affaires d'argent, puisque l'Office des Nations Unies pour les réfugiés, les ONG, etc., elles vivent de subsides calculés sur des chiffres surévalués de population. Ajoutons que beaucoup de réfugiés rentrent aujourd'hui au pays, le terrorisme a été vécu, la situation est apaisée, le Burundi continue sa marche, mais surtout, il a créé quelque chose qui est inacceptable aux Occidentaux. Il s'est tourné vers les alliances géopolitiques alternatives. Il a choisi de faire financer par le peuple les élections du référendum de cette année et les élections générales de 2020. Les Américains croyaient à la théorie des dominos. Ils pensaient que le domino burundais allait tomber en quelques semaines et qu'il allait faire tomber la véritable cible du soi-disant printemps africain, le domino congolais, celui de Kabila. Ça a été l'inverse. Ça a été la théorie des dominos à l'envers. La résistance du Burundi, la résistance qui fait que le domino Burundi est resté debout, ferme et résistant, a fait que le domino de la RDC, lui aussi, est resté ferme et résistant. Échec partout à l'Occident. Ça vous explique les campagnes contre le président Nkurunziza. Luc Michel, justement, vous avez évoqué les nouveaux partenariats, en tout cas les nouveaux partenaires de Bujumbura, et notamment le rapprochement du Burundi avec la Chine et la Russie, et surtout, il faut le dire, Luc Michel, la signature d'accords militaires entre Moscou et Bujumbura, notamment le 31 août 2018, ça fait à peine une semaine, où le ministre burundais de la Défense, Emmanuel Ntahomvukiye, annonçait d'ailleurs que Bujumbura envisage l'achat de missiles russes Patsir S-1.
Derrière la résistance du Burundi, il y a le soutien de Pékin et de Moscou. Il y a un grand débat actuellement sur ce que la Chine apporte en Afrique ou ce que la Russie apporte en Afrique. Il y a des Africains qui ne sont pas d'accord, qui rêvent d'une Afrique seule, etc. Nous leur dirons quand même qu'un élément de réponse, il est au Burundi. Sans Moscou et sans Pékin, le Burundi n'aurait probablement pas tenu. Le Burundi a tourné son économie vers précisément ces alliances géopolitiques alternatives. Il y a du gaz qui a été découvert sous le lac Tanganyika, qui appartient en grande partie au plateau continental du Burundi. Il a été confié aux Chinois. Il y a des terres rares qui ont été découvertes un peu partout. Les terres rares qui vont être à la fin du XXIe siècle, ce que le pétrole et le gaz est aujourd'hui, ces terres rares ont été confiées à des firmes russes. Il y a surtout que maintenant, dans le cadre du grand retour militaire de la Russie en Afrique, Bujumbura vient de s'allier à Moscou. La dernière semaine du mois d'août, le 31 août, le représentant de l'état-major russe est venu à Bujumbura signer avec le ministre burundais de la Défense des accords militaires et celui-ci a annoncé que le Burundais envisageait d'acheter pour sa défense des missiles du type Pansir S-1 qui sont des missiles de sanctuarisation du territoire qui vont empêcher les tentatives de déstabilisation extérieure contre le pays. Rappelons quand même qu'en août de l'année précédente, j'avais moi-même dénoncé un plan d'intervention militaire au Burundi des Belges, des Français et des Rwandais. Le scandale a fait que le complot a été étouffé dans l'œuf. C'est une menace qui existe toujours. Avec les Russes, elle va être beaucoup moins. C'est cela qui explique les nouvelles attaques contre le président Nkurunziza. Il faut les mettre en parallèle avec les attaques que viennent de lancer Nikki Haley, la super ambassadrice de Donald Trump au Conseil de sécurité de l'ONU, et sa super ambassadrice, sa super envoyée spéciale pour l'Afrique. Elle vient de grossièrement s'ingérer dans les élections de la RDC, donner des ordres et des injonctions à la CENI congolaise et au président Kabila. Le ministre Lende a répondu avec la fermeté panafricaniste qu'on lui connaît. Les injonctions néocoloniales de Washington, ça ne marche plus, ni à Kinshasa, ni au Burundi. Les attaques contre le président Nkurunziza, elles sont donc à mettre en parallèle avec les attaques contre Kabila, contre la CENI congolaise, avec toute cette vague de dépit et de haine des Occidentaux pour un régime qui a été un exemple de résistance africaine et qui, cerise sur le gâteau, a été le seul pays africain à réaliser effectivement l'Afrexit de ces pays en quittant la cour fantoche de La Haye.